Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré aujourd'hui au statut du travailleur indépendant. Donc je me présente Marina Lesage, je suis chargée des relations extérieures à l'URSSAF de Nantes. Je suis accompagnée ce matin de 4 modératrices, donc Anne-Sophie, Sandrine, Marianne et Dolores, que je remercie au passage et donc qui vont avoir le plaisir de répondre à vos questions en direct. Donc, questions que vous aurez posées préalablement par écrit dans la zone de chat dans la rubrique questions et réponses, que vous pouvez visualiser tout en haut de votre écran. J'en profite pour vous préciser que je répondrai également en fin de webinaire aux questions les plus récurrentes. Donc, pour cela, je vous inviterai à positionner des pouces, des likes sur les questions qui vous intéresseront aussi. Et donc, à la fin de cette représentation, eh bien, je vous inviterai également à répondre à un questionnaire de satisfaction qui sera matérialisé par un QR code. Et puis, sachez également que le support de présentation vous sera adressé à l'issue du webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter donc le sommaire de la visioconférence de ce matin dédiée aux travailleurs indépendants. Donc, dans un premier temps, je vais m'attacher de vous rappeler de manière brève la mission principale de mon institution. Je vous rappellerai dans un second temps les démarches que doit entreprendre un travailleur indépendant afin de créer son entreprise. Ensuite, un point qui semble vous intéresser tout particulièrement, à savoir les différents statuts possibles pour créer sa société. Vous pourrez alors constater que le statut juridique choisi déterminera obligatoirement le statut social du dirigeant. En quatrième point, nous aborderons et verrons plus en détail les 3 statuts possibles en tant que travailleur indépendant. Donc, qui peut prétendre justement à ces différents statuts, les cotisations sociales qui en découlent, comment sont-elles calculées, d'après quoi, la législation, etc. Concernant les prestations sociales, je vous indiquerai les éléments que l'on prend en compte pour le calcul des indemnités journalières et de la pension de retraite, par exemple. Ensuite, je poursuivrai le webinaire en vous présentant le portail TI ainsi que le portail partenaire. Vous verrez pour celles et ceux qui ne connaissent pas que l'on peut y trouver un certain nombre d'informations intéressantes. Et enfin, je clôturerai la présentation avec quelques informations qui visiblement vous posent question régulièrement, comme par exemple les notions de BIC et BNC. Eh bien, je vous propose de démarrer en vous rappelant la mission principale de l'URSSAF. Donc, qui sommes-nous? Alors, vous le savez, notre mission principale est de recouvrer les cotisations et les contributions sociales auprès des travailleurs indépendants ainsi que des salariés. Une fois le recouvrement effectué, eh bien, nous redistribuons cette collecte auprès d'environ 900 caisses prestataires. Donc, vous avez à l'écran les 3 caisses principales. Donc, sans surprise, nous retrouvons la CAF, la CARSAT ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie. Et arrive en 4e position Pôle emploi. Donc, il faut savoir qu'une fois les cotisations recouvrées, eh bien, l'URSSAF va mettre seulement 3 heures pour redistribuer cette caisse à notre Caisse nationale des URSSAF, qui, à son tour, ne va mettre qu'1 heure pour redistribuer les cotisations aux différentes caisses prestataires. Et enfin, pour votre information, sachez que sur l'ensemble du territoire, nous avons recouvré l'équivalent de 650 milliards d'euros en 2022.
Voici maintenant la répartition des cotisations. Donc, vous pouvez constater que 42% de la collecte est redistribuée à la Caisse primaire d'assurance maladie, 26% à la CARSAT, 10% auprès de la CAF et le reste, donc soit 22%, auprès des autres caisses, dont 8% à Pôle emploi. Alors, avant d'évoquer avec vous le sujet concernant les démarches que doit enregistrer un travailleur indépendant, eh bien, je souhaitais vous préciser qu'un peu plus de 12 000 travailleurs indépendants au régime réel et environ 14 000 auto-entrepreneurs sont installés au 31 mars 2023 au sein du département de la Sarthe. Donc, pour rappel, toutes les formalités liées à l'entreprise sont enregistrées sur le guichet unique formalité.entreprise.gouv.fr. Un chef d'entreprise, va se diriger vers ce site pour enregistrer son début d'activité, mais également un changement d'adresse, un changement de nom, une cessation d'activité, etc. Et ce, quel que soit le statut de l'entreprise. Une fois la formalité enregistrée et validée sur le site, il faut savoir qu'une copie est adressée automatiquement auprès des caisses en lien avec le statut du travailleur indépendant et également de son activité principale, à savoir donc l'INSEE, les impôts, les différentes caisses de retraite, la caisse primaire d'assurance maladie, le greffe du tribunal, etc., etc. Donc, pour rappel, le SIRET, il est obtenu environ 15 jours après la validation de la déclaration de début d'activité. Donc, c'est une moyenne. Et le dossier à l'URSSAF est actif en général sous 6 semaines. Sachez que c'est également une moyenne. Ça peut varier à la hausse ou à la baisse. Je voulais juste vous rappeler qu'une entreprise se verra attribuer un nouveau SIRET à chaque changement d'adresse. Le SIRAN restera commun, donc en fait c'est la partie, ce sont les chiffres orange que vous visualisez à l'écran. Par contre, le NIC, donc les chiffres verts cette fois-ci, sera différent, bien évidemment, à chaque changement d'adresse. Alors, avant d'enregistrer sa formalité de début d'activité, le dirigeant de société doit choisir en amont le statut juridique de son entreprise. Lorsqu'il choisit son statut juridique, il peut soit exercer seul ses fonctions ou bien être à plusieurs. Donc, en fonction de son choix, il sera donc soit non salarié, donc c'est ce qu'on appelle plus communément les TNS, les travailleurs non salariés, ou bien assimilés salariés. En tant que non salarié, donc là, on va s'orienter plutôt vers la partie gauche du schéma. Eh bien, on peut être en entreprise individuelle. C'est le cas du micro-entrepreneur ou du TNS, donc du travailleur non salarié. Un gérant de URL sera forcément seul. Il détiendra donc 100% des parts de la société et en fait, il sera considéré lui aussi comme un TNS. Lorsqu'on crée une SARL, on sera considéré comme non salarié si l'on détient plus de 51% des parts de la société ou bien s'il y a plusieurs gérants au sein de la même SARL. Et il faut qu'ils détiennent à eux tous plus de 51% des parts. Donc, on parlera alors dans ce cas-là de collège de gérance. Donc, eux aussi seront considérés comme TNS. Donc, je vous l'ai dit, on peut être soit TNS ou assimilé salarié. Donc, on va maintenant se diriger vers la partie droite du schéma. Donc, une personne qui veut juste investir dans une société, mais qui ne veut pas être gérant,
eh bien, cette personne, elle créera dans ces cas-là une EURL, elle détiendra 100% des parts et elle nommera à sa place un gérant qui ne sera pas associé. Et ce gérant sera alors considéré, lui, comme un assimilé salarié. Un président de SASU ou de SAS sera considéré, lui, obligatoirement comme un assimilé salarié. On ne prendra jamais en compte, dans ce cas précis, du nombre de parts au sein de la société. Et puis, pour terminer, s'il y a création d'une SARL avec plusieurs gérants, mais qu'ils sont tous minoritaires ou égalitaires, par exemple, 4 gérants qui détiennent chacun 25% des parts seront forcément assimilés salariés. Donc, vous l'aurez compris, dans la plupart des cas, c'est le nombre de parts qui va déterminer le statut de TNS ou d'assimilé salarié. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le statut juridique sur notre site que vous visualisez tout en bas de l'écran, c'est-à-dire mon-entreprise.ursaf.fr. Donc, nous allons maintenant aborder plus en détail le statut du travailleur indépendant non salarié. Je vous le rappelle, cela concerne la partie gauche de ce schéma. Alors, démarrons tout de suite avec le statut de l'auto-entrepreneur. Alors, qui peut prétendre à ce statut? Eh bien, toute personne physique peut être auto-entrepreneur, sauf pour certaines activités que nous allons voir juste après. Donc, il est possible de cumuler ce statut avec un statut d'étudiant, de salarié, de retraité, de dirigeant assimilé salarié ou bien de fonctionnaire sous certaines conditions. Comme je viens de vous l'annoncer, certaines activités ne permettent pas d'exercer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, il s'agit de toutes les activités en lien avec l'agriculture, les professionnels de santé, les métiers à ordre, les artistes-auteurs, les fonctionnaires, si les conditions ne sont pas respectées, et également les activités relevant de la TVA immobilière, les gérants majoritaires ou les collèges de gérance et les personnes qui ont déjà un statut de TNS. Alors attention, il ne doit pas y avoir un lien de subordination entre le micro-entrepreneur et la personne ou la société qui souhaite travailler avec lui. Donc, ça veut donc dire que c'est en fait l'auto-entrepreneur, c'est à lui de déterminer les conditions de sa mission. Par exemple, le lieu, les horaires, etc. Sinon, eh bien, tout simplement, c'est considéré comme du salariat déguisé. Un auto-entrepreneur va cotiser à l'URSSAF pour l'ensemble des risques que vous pouvez visualiser à droite de votre écran, donc à savoir l'assurance maladie, maternité, paternité, les indemnités journalières, la CSG-CRDS, les allocations familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire, l'invalidité d'essai, la contribution à la formation professionnelle et peut-être l'option du versement libératoire de l'impôt. Donc, un taux de cotisation sera alors appliqué, c'est ce qu'on appelle le forfait social. Donc, il va cotiser sur un chiffre d'affaires hors taxe. Cela signifie en fait que s'il facture de la TVA auprès de ses clients, il devra déduire cette TVA de la facture, sinon il cotisera sur la TVA à l'URSSAF, ce qui n'aura aucun sens, bien évidemment. Il va devoir déclarer son chiffre d'affaires encaissé. Donc, cela signifie qu'il va devoir cumuler son chiffre d'affaires encaissé sur une période donnée. C'est-à-dire, si l'URSSAF lui demande son chiffre d'affaires pour la période du mois de septembre, il va devoir cumuler tout simplement ses paiements encaissés
au mois de septembre. Voilà, tout simplement. À noter également qu'un auto-entrepreneur ne peut pas déduire de charges. Donc, on entend par charge un loyer, des frais kilométriques, l'achat de matériel, hein, etc. Donc, il ne peut déduire aucune charge, en fait, puisqu'il cotise sur son chiffre d'affaires. Pour exercer donc en tant qu'auto-entrepreneur, eh bien, il y a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser pendant 2 années consécutives. Donc, ces seuils, hein, vous les avez à l'écran, ils sont différents en fait selon la nature de l'activité. En effet, pour une activité de vente de marchandises ou de restauration, hein, le seuil à ne pas dépasser est aujourd'hui de 188 700 €. Et concernant la prestation de service, pardon, le seuil est de 77 700 €. Si la personne en question a une activité mixte, c'est-à-dire qu'elle a une activité qui dépend à la fois de la vente de marchandises ou de la restauration et de la prestation de service, eh bien, sachez que le seuil correspondant à la vente de marchandises, hein, ne sera plus de 188 700 €, mais de 111 000 €. Hein, on déduit tout simplement la somme de 188 700 € des 77 700 € de prestation de service. Alors, il y a une petite particularité pour les personnes qui exercent une profession libérale, hein, donc réglementée ou non. Donc, en effet, eh bien, ces personnes ne peuvent pas dissocier leur chiffre d'affaires, hein. Elles doivent tout déclarer en prestation de service. Je vais prendre l'exemple d'une sophrologue. Donc, si elle vend, par exemple, des huiles de massage, des livres, en lien avec son activité, par exemple, eh bien, le chiffre d'affaires lié à cette vente de marchandises sera à intégrer avec le chiffre d'affaires des prestations de services. Hein, donc ça, c'est vraiment propre à tout ce qui est, profession libérale. Voici, maintenant les taux qui vont, permettre de calculer les charges sociales d'un auto-entrepreneur. Donc vous pouvez constater, hein, que les forfaits sociaux sont appliqués en fonction des activités de l'auto-entrepreneur. Donc s'il a une activité mixte, donc à la fois de la vente de marchandises et de la prestation de services, eh bien il va avoir 2 taux de cotisation. 12,30 % et 21,20 % par exemple, hein, s'il est par exemple commerçant. Lorsqu'il va démarrer son activité, eh bien, il bénéficiera peut-être d'un taux réduit au niveau de ses charges, grâce à l'exonération ACRE, hein, qui est valable en général pendant une année complète. Vous apercevrez, sur votre droite une colonne chiffrée concernant l'option du versement libératoire de l'impôt. Cette option, en fait, leur permettra de régler directement à l'URSSAF leur impôt en fonction du chiffre d'affaires encaissé, déclaré. Et donc de ce fait, hein, un pourcentage compris entre 1 et 2,2 % apparaîtra, en complément, hein, sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Sachez qu'un auto-entrepreneur va pouvoir bénéficier aussi, d'une ou de plusieurs, hein, formations professionnelles prises en charge par un organisme, agréé. Donc pour cela, il doit avoir cotisé à l'URSSAF, hein, pour ce risque. Si vous voulez, c'est l'équivalent du CPF, hein, tout simplement pour les salariés. Alors, il me semblait important que vous compreniez comment un auto-entrepreneur enregistre, sa déclaration de chiffre d'affaires, hein, sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et non pas portail auto-entrepreneur.ursaf.fr. Une fois arrivé, hein, sur la page dédiée à sa déclaration de chiffre d'affaires,
donc c'est la page que vous visualisez actuellement, eh bien l'usager doit déclarer son chiffre d'affaires encaissé en fonction de son activité. S'il a une activité mixte, donc vente de marchandises et prestation de services, eh bien il doit ventiler son chiffre d'affaires en fonction des 2 premières rubriques. Donc, la rubrique chiffre d'affaires des ventes de marchandises et la rubrique chiffre d'affaires des prestations de services commerciales ou artisanales. Si l'usager est en profession libérale, eh bien, il devra compléter uniquement la 3e rubrique qui s'intitule chiffre d'affaires des autres prestations de services. Cette complétude eh bien, permettra un calcul au plus juste des charges sociales, tout simplement. Alors, je vous rappelle juste qu'un micro-entrepreneur doit obligatoirement enregistrer une déclaration de chiffre d'affaires, même si cette dernière est à 0. Pour votre information, si un micro-entrepreneur nous adresse pendant 2 années consécutives des déclarations à 0, eh bien, dans ce cas-là, l'URSSAF procédera à la radiation du dossier automatiquement. Alors attention, cette radiation ne sera pas officielle auprès de vous en tant que caisse prestataire. Cela le deviendra uniquement si l'auto-entrepreneur en question enregistre sa formalité de cessation d'activité auprès du guichet unique. Donc voilà, j'en ai terminé avec le statut de la micro-entreprise, pardon. Nous allons maintenant évoquer le statut du travailleur indépendant au régime réel. Donc il s'agit toujours de la partie gauche du schéma que nous avons pu visualiser tout à l'heure. Alors, qui peut être TNS, travailleur non salarié? Donc, si vous êtes chef d'entreprise individuelle, si vous êtes gérant associé unique d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc le URL, si vous êtes gérant majoritaire à responsabilité limitée, donc la SARL, ou associé de société en non collectif, eh bien, vous allez avoir un statut de TNS. Alors, une question que beaucoup de personnes se posent, à partir de quels éléments sont calculées les cotisations d'un TNS? Eh bien, en fonction de son statut, nous allons calculer les cotisations par rapport aux bénéfices ou à la rémunération du gérant. En fait, il va cotiser dans un premier temps à titre provisionnel par rapport donc à son bénéfice ou à sa rémunération de gérant de l'année N-2, puis au réel dans un second temps. Alors mes explications vont être plus claires grâce à ce schéma. Donc nous avons ici l'exemple d'un travailleur indépendant qui a démarré son activité le 1er janvier 2023. Donc, je viens de vous préciser que pour calculer les provisionnels, donc les cotisations provisionnelles, nous devions en fait prendre en compte le bénéfice ou la rémunération du gérant de l'année N-2. Or, lorsqu'on démarre son activité, on ne peut pas avoir connaissance de ces éléments, bien évidemment. Alors, dans ce cas-là, on va se baser sur ce qu'on appelle un forfait de début d'activité. Ça veut donc dire que nous allons prendre en compte la somme de 8 358 € pour calculer les cotisations provisionnelles. C'est l'équivalent du bénéfice ou de la rémunération de gérant, en fait, tout simplement, pour la première année d'activité. Alors, cette somme, elle est à proratiser en fonction de la date de début d'activité. Donc notre cotisant, là, recevra un échéancier provisoire pour 2023. Au 1er janvier 2024, notre travailleur indépendant, eh bien, il est dans sa 2e année d'activité.
Donc, nous n'avons toujours pas connaissance de son bénéfice ou de sa rémunération de gérant de l'année de -2. Donc, nous allons nous baser à nouveau sur le forfait de 8 358 € pour calculer les provisionnels de 2024. Et vous voyez, au mois de mai 2024, eh bien, nous allons lui demander de déclarer ses revenus au titre de l'année 2023 auprès des services fiscaux sur le site impôts.gouv.fr. Et donc, c'est une fois que les impôts nous auront transmis ces revenus que nous vérifierons s'il a trop provisionné en 2023 ou pas. S'il a effectivement trop provisionné, eh bien, nous procéderons alors à un remboursement. Et à l'inverse, s'il n'a pas assez provisionné, eh bien, nous lui appellerons à un complément de cotisation. C'est ce qu'on appelle la régularisation. Donc, elle sera lissée et appelée sur le reste de l'année 2024. Nous arrivons en janvier 2025. Notre travailleur indépendant est alors dans sa 3e année d'activité. Nous avons donc maintenant connaissance de son bénéfice ou de sa rémunération de gérant de l'année N-2. Nous allons donc calculer les provisionnels 2025 en fonction de ses revenus de 2023. Et en mai 2025, nous allons lui demander à nouveau de déclarer ses revenus au titre de l'année de 2024 aux impôts. Et c'est encore une fois à ce moment-là que l'on va vérifier s'il a trop ou pas assez provisionné en 2024. Donc voilà le principe de calcul des cotisations provisionnelles et définitives d'un travailleur indépendant au régime réel, donc un TNS. Je vous ai notifié un lien que vous retrouvez tout en haut à droite de votre écran, en bleu. Il s'agit d'un tuto qui résume en quelques minutes le principe de calcul des cotisations d'un travailleur indépendant. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller. Vous allez voir, c'est très intéressant et très facile à comprendre, surtout. Alors, je vais pas m'attarder sur tous les taux que vous visualisez actuellement sur le tableau. Je vais plutôt m'attarder sur les taux que l'on aperçoit en bas du tableau. En fait, vous pouvez visualiser deux taux, donc à savoir 36,50% et 48,29%. Alors en fait, il s'agit de la fourchette basse et de la fourchette haute des taux de cotisation. Donc pour simplifier les choses, en général, on peut dire qu'un TNS cotise à hauteur d'environ 50% de son bénéfice ou de sa rémunération de gérant. C'est un ordre d'idée qu'on se fixe pour savoir quelle charge on va avoir en tant que TNS. Donc, à noter tout de même que plus votre revenu sera faible et plus les taux de cotisation le seront également, puisque pour certains risques, c'est le montant des revenus qui vont déterminer finalement les taux de cotisation. Plus les revenus seront élevés, plus les taux le seront également. En début d'activité, un TNS sera exonéré pendant 1 an de certaines cotisations grâce à l'ACRA. Ces charges seront donc moins élevées au début de son activité. Un exemple par le biais de ce tableau, un travailleur indépendant qui démarra son activité au 1er janvier 2023 se verra appeler la somme de 1 396 € auquel il faudra ajouter la contribution à la formation professionnelle, donc soit 110 €, 150 ou 128 €, et ce pour une année civile. Et donc sans l'exonération ACRE, pour juste vous donner une idée, pour la même configuration, les charges sociales appelées seront alors de 3 077 € au lieu des 1 396 € annoncés précédemment.
Alors, élément important, un TNS qui déclare des revenus à zéro ou qui a des revenus très faibles devra malgré tout des cotisations minimales à l'URSSAF, donc soit l'équivalent de 1 052 € auquel on rajoutera la formation professionnelle. Cela va permettre à l'usager en fait eh bien, de valider 3 trimestres de retraite, de bénéficier d'indemnités journalières minimales, hein, on l'entend bien, en cas d'arrêt maladie. S'il décède, un capital décès sera reversé au conjoint vivant. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est pour les protéger, hein, finalement. Voilà, donc j'en ai terminé avec le statut là, du travailleur non salarié, donc du travailleur indépendant au régime réel. Nous allons maintenant bien, évoquer le statut du travailleur indépendant assimilé salarié. Donc là, nous allons nous orienter maintenant vers la partie droite du schéma. Hein, les gérants seront rémunérés, comme son nom l'indique, par le biais d'un salaire. Alors, qui peut prétendre au statut d'assimilé salarié? Donc là, on peut y retrouver les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de CELARL, les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA, donc de sociétés anonymes, ou de CELAFA, les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, les présidents et dirigeants rémunérés de SAS, donc les sociétés par action simplifiée, ou de SASU, les sociétés par action simplifiée unipersonnelles, les gérants non associés rémunérés des sociétés de personnes, et puis les dirigeants de certaines associations à but non lucratif. Alors, s'il se verse un salaire, eh bien, l'assimilé salarié recevra un bulletin de paye, hein, comme un salarié classique. Il versera dans ce cas-là des charges sociales à l'URSSAF. À la différence des TNS, il aura à sa charge des cotisations patronales et salariales. Hein, ces cotisations seront donc plus élevées qu'un TNS. En revanche, s'il ne se rémunère pas, eh bien, il n'y aura donc pas de charge à régler, hein, ce qui engendrera une absence de protection sociale, hein, pour les périodes concernées, en fait. Donc, juste pour votre information personnelle, hein, vous avez ici le détail des charges patronales et salariales. Hein. Ces éléments, vous les retrouvez également sur vos bulletins de paye respectifs. Donc, on peut constater en fait qu'il y a plus de charges patronales que salariales. Et on peut noter également qu'un assimilé salarié, hein, c'est important en fait, ne cotise pas pour le chômage, contrairement à un salarié classique. Alors ici, vous avez les cotisations et contributions communes, hein, aux charges patronales et salariales. Donc là, ça va concerner plutôt la maladie et la retraite. Alors, pour en finir avec ce statut, eh bien, voici un comparatif de charges d'un assimilé salarié, donc par exemple un président de SAS, et d'un TNS, un travailleur non salarié. Donc, on constate que pour un même revenu, donc là, on a pris l'exemple d'un revenu de 20 000 € hein, pour une année complète, eh bien, un gérant assimilé salarié va payer plus de charges qu'un TNS. Alors, ça s'explique par le fait qu'un assimilé salarié cotise sur son salaire brut, hein, aucune déduction de charges n'est possible pour lui. Et comme nous l'avons évoqué juste avant, il a des charges patronales et des charges salariales.
et ils cotisent pour l'accident du travail, hein, ce qui n'est pas le cas pour un TNS. Alors attention, lors de la simulation, hein, si vous voulez aller faire des simulations sur le site monentreprise.urssaf.fr, si vous souhaitez en l'occurrence faire une simulation pour un assimilé salarié, hein, il faudra faire attention au statut que vous allez choisir. En effet, sur la page d'accueil, on va vous proposer de cliquer sur l'onglet salarié. Or, en fait, ça ne concerne en aucun cas les assimilés salariés. Hein. Il faudra alors cliquer sur la rubrique Découvrir tous les simulateurs et assistants, puis sur la rubrique SAS. Voilà. Et là, vous pourrez effectuer une simulation pour un assimilé salarié. Donc, nous avons vu ensemble, en détail, hein, les différents statuts du travailleur indépendant. Eh bien, je vais maintenant évoquer avec vous certains sujets qui, je l'espère, vont pouvoir vous éclairer au quotidien. Vous aviez visiblement des interrogations au sujet du calcul des prestations. Donc, la question est la suivante: à partir de quelle base sont calculées les prestations? Alors, il faut savoir que pour un auto-entrepreneur, on va prendre en compte, dans un premier temps, le chiffre d'affaires encaissé auquel on va appliquer un abattement fiscal afin d'arriver à ce qu'on appelle un revenu reconstitué. Alors, l'abattement que vous pouvez apercevoir dans le tableau de droite, hein, eh bien, il est différent en fonction de la nature de l'activité. Donc, il est de 71% cet abattement pour une activité de vente de marchandises, 50% pour la prestation de services commerciaux et artisanales, et puis 34% pour la prestation de services et professions libérales. Donc, ce revenu reconstitué sera donc la base de calcul pour les indemnités journalières. Donc, le RAM, hein, pour les personnes de la caisse primaire d'assurance maladie, excusez-moi, ainsi que pour le calcul, hein, de la pension de retraite. Donc, ce qui a pour conséquence, hein, une protection sociale très fragile, hein, une prévoyance est fortement, hein, préconisée pour ce public. Qu'en est-il pour les TNS? Eh bien, les prestations maladie et retraite sont calculées en fonction du revenu réel déclaré aux impôts. Donc là, il n'y a pas d'abattement fiscal, hein, pour ces usagers. La protection sociale est moins fragile qu'un auto-entrepreneur, mais nécessite tout de même une prévoyance. Quant aux assimilés salariés, eh bien, les calculs se font par rapport à leur salaire brut. On a pu noter tout à l'heure que les charges sociales étaient très élevées, hein, pour ce public-là. Mais en contrepartie, eh bien, leur protection sociale, en fait, est la plus intéressante, hein, des trois statuts évoqués ce matin. Hein, je vous rappelle tout de même qu'ils ne cotisent pas pour le chômage. Alors, vous avez ici un tableau qui vous récapitule les différentes prestations maladie pour un TNS ainsi qu'un assimilé salarié. À noter que les prestations d'un auto-entrepreneur sont identiques à celles d'un TNS, hein. Donc, je vous laisserai regarder ce tableau à tête reposée si besoin. Même chose pour les prestations retraite, hein. De la même manière, je vous laisserai regarder cette slide ultérieurement, si besoin, encore une fois. Voilà, donc nous allons maintenant passer à la présentation du portail TI.
Alors, qu'est-ce que le portail TI? Alors, en fait, il s'agit d'un outil où vous allez pouvoir trouver des informations concernant les travailleurs indépendants. Ceci dit, pour avoir accès à ce portail au sein de vos organismes respectifs, eh bien, vous devez demander des habilitations à votre direction. Alors, visiblement, ces habilitations sont très limitées actuellement. Sachez que en fait, c'est l'URSSAF qui vous les octroie, ces habilitations. Donc, une réflexion est en cours au sein de ma direction afin de pouvoir vous donner un plus grand nombre d'habilitations, justement. Alors, quels éléments pouvons-nous retrouver sur ce portail? Donc, vous allez pouvoir y trouver un grand nombre d'informations, notamment la date d'immatriculation ou de radiation du travailleur indépendant ou de l'auto-entrepreneur, son statut, donc est-ce qu'il est auto-entrepreneur, est-ce qu'il est travailleur indépendant, est-ce qu'il est gérant majoritaire, et s'il est gérant, eh bien, de quel type de société est-il gérant? Vous allez pouvoir y retrouver également le type d'imposition. Donc, est-ce qu'il est à l'IR, donc l'impôt sur le revenu, ou à l'IS, l'impôt sur les sociétés? Vous allez avoir également une visibilité sur leurs revenus. S'ils ont l'exonération ACRE, eh bien, vous allez également pouvoir voir cette mention sur le portail TI. Et puis également, vous allez pouvoir y retrouver les fameux codes NAF et code APE. Donc, vous avez ici la visibilité du portail TI pour un travailleur non salarié, donc un TNS. Donc, c'est dans la rubrique situation de compte, pardon, complètement à gauche de votre écran. Donc, que vous allez pouvoir retrouver un maximum d'informations. Donc, vous pourrez tout de suite connaître le groupe professionnel qui est indiqué en haut à gauche de l'écran, donc dans la partie, non plus dans la rubrique situation de compte, mais la partie, on va dire, plus à droite tout de même de votre écran. Donc ici, par exemple, il s'agit d'une profession libérale. Alors c'est peut-être, je ne sais pas si vous avez une bonne visibilité. À mon niveau, c'est vrai que c'est écrit en tout petit, donc je m'en excuse si c'est le cas pour vous également. Donc ici, il s'agit d'une profession libérale. Il est indiqué inconnu au niveau de la rubrique catégorie. Cela signifie qu'il s'agit d'un TNS. Vous retrouvez juste en dessous la date et le lieu de naissance, puis un petit peu plus bas, vous voyez via la rubrique état de compte, si le compte est actif ou radié. Donc ici, il est actif au 27 juin 2011. Ensuite, vous avez des éléments sur la date d'immatriculation, sur la périodicité, l'adresse professionnelle. Donc, vous voyez, vous retrouvez quand même beaucoup d'informations sur ce portail. En tout cas, je l'espère pour vous. Vous avez accès également à la déclaration de revenus. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir vérifier si l'usager a choisi l'option IR, donc l'impôt sur le revenu, ou IS, l'impôt sur les sociétés, en fonction en fait des cases complétées. Il n'y aura aucun autre moyen de retrouver ces éléments sur le portail TI. Donc cette déclaration, eh bien, vous pouvez la retrouver dans la rubrique attestation, puis déclaration de revenus. Alors, nous allons passer maintenant à un dossier auto-entrepreneur. Donc, la configuration est la même. La seule différence, c'est qu'au niveau de la catégorie, nous avons la notion auto-entrepreneur. Donc, quand vous avez la notion inconnue, il s'agit d'un TNS. Et quand vous avez la mention auto-entrepreneur, eh bien, vous l'avez compris, il s'agit d'un micro-entrepreneur tout simplement.
Donc tout à l'heure, pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Donc voilà, je vous disais, c'est la même configuration. Ce que je voulais vous préciser, en effet, lorsque vous visualisez les déclarations de chiffre d'affaires via la rubrique déclaration, eh bien, il est possible que vous voyez dans la colonne déclarer le terme néant. Alors, ça ne signifie pas que la déclaration est à 0, hein. Cela veut plutôt signifier que nous n'avons pas réceptionné de déclaration de chiffre d'affaires encaissé. Donc, en effet, hein, lorsque la déclaration est à 0, vous avez la date de réception dans la colonne déclarer puis vous avez un montant à 0 dans la colonne montant cotisation. Alors, passons maintenant au portail partenaire. Donc, je vous rappelle son utilité, hein, cela permet des échanges écrits entre vos caisses et l'URSSAF. Donc, en général, vous devez utiliser cet outil si vous n'avez pas trouvé les informations que vous recherchiez dans le portail TI. Donc, mes collègues, hein, répondent quotidiennement à vos demandes. Donc, ces dernières seront traitées rapidement si vous avez sélectionné le bon motif en amont. Donc, voici les motifs, hein, concernant la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, vous pouvez le constater, hein, il n'y en a pas énormément, mais suffisamment pour un bon traitement malgré tout. Donc, même chose pour la CARSAT. Et puis la CAF. Hein, donc, je vous laisserai encore une fois, hein, visualiser ces éléments ultérieurement. Allez, on va aller voir plus loin maintenant. Alors, une question que vous vous posez régulièrement, est-ce qu'un travailleur indépendant peut cumuler plusieurs activités? Eh bien oui, en fait, c'est possible dans certains cas. Hein, on va voir ensemble des exemples juste après. Donc, un travailleur indépendant qui peut cumuler plusieurs activités en même temps devra obligatoirement déterminer l'activité principale. C'est ce qui permettra d'identifier son groupe professionnel, donc soit artisan, commerçant ou profession libérale. Alors, peut-on cumuler une activité libérale, donc TNS par exemple, et être salarié en même temps? Eh bien oui, cela est possible à condition que le contrat de travail en tant que salarié ne montre aucune contre-indication à ce cumul d'activités, hein. Et il ne faut pas non plus que le TNS exerce la même activité en tant que salarié afin d'éviter, hein, tout simplement la concurrence. Deuxième possibilité ou question, le cumul auto-entrepreneur et assimilé salarié, est-ce possible? Eh bien, c'est un grand oui, puisque le statut d'auto-entrepreneur, hein, n'empêche en aucun cas d'être salarié en parallèle, bien au contraire. Hein, cela lui permettra, excusez-moi, une meilleure protection sociale, hein, tout simplement. Autre possibilité, peut-on être auto-entrepreneur et ouvrir une entreprise en tant que TNS? Eh bien non, ça, ce n'est pas possible. Un travailleur indépendant ne peut avoir qu'une seule entreprise individuelle. Or, le statut d'auto-entrepreneur est considéré aussi comme une entreprise individuelle. Donc, il devra alors choisir, hein, son statut, donc soit TNS, soit auto-entrepreneur, et y intégrer
toutes les activités souhaitées au sein de son entreprise individuelle. Alors, BIC ou BNC, hein, c'est la question que tout le monde se pose. Vous allez voir, en fait, c'est très, très simple. Alors déjà, BIC, eh bien, cela signifie bénéfices industriels et commerciaux. En fait, ce sont donc toutes les activités artisanales et commerciales. Donc, vous avez des exemples à l'écran. Donc, tout ce qui va concerner le BIC vont concerner toutes les activités artisanales et ou commerciales. Et de ce fait, toutes les activités en BNC, donc bénéfices non commerciaux, vont concerner les activités libérales, réglementées et non réglementées. En fait, c'est donc les activités qui vont déterminer cette notion de BIC ou de BNC. Donc, pour rappel, hein, c'est ce qui va permettre de connaître l'abattement fiscal. Quand on est en BIC, eh bien, l'abattement fiscal va être de 71% si on est dans la vente de marchandises ou la restauration. L'abattement va être de 50% pour les prestations artisanales et commerciales, et en BNC, donc les professions libérales, eh bien 34%, hein, pour ce type d'activité. Donc, si vous souhaitez de plus en plus d'informations sur le sujet, eh bien, je vous inviterai à contacter l'administration fiscale, hein, puisqu'en fait, c'est elle qui est l'organisme compétent quand même. Et alors, qu'en est-il de l'IS et de l'IR maintenant? Donc, pour rappel, l'IS, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'impôt sur les sociétés, et l'IR, l'impôt sur les revenus. Donc, s'agissant d'une option, en fait, il n'y a pas de règle particulière, hein. Le dirigeant va faire son choix en fonction de sa situation personnelle et des avantages de cette option. À noter tout de même qu'un auto-entrepreneur ne peut pas opter pour l'IS. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, je vous inviterai à contacter encore une fois, hein, les services fiscaux, puisque c'est de leur compétence, hein, tout simplement. On peut toutefois souligner qu'en entreprise individuelle, on opte plus généralement pour l'IR, et les entreprises morales plus pour l'IS. Mais je vous le rappelle, hein, ce n'est pas forcément toujours le cas. Pour compléter, alors, il faut comprendre que l'IR correspond aux bénéfices de l'entreprise. L'IS correspond, quant à lui, aux bénéfices nets après déduction des rémunérations versées aux dirigeants. Les rémunérations de ces dirigeants sont à déclarer via le formulaire 2042, hein, des impôts, tout simplement. Donc, je vous rappelle, hein, que l'option IR et IS est visible via le portail TI au niveau des déclarations de revenus. Donc, je m'excuse, mais encore une fois, hein, si le sujet est encore nébuleux pour vous, malgré mes explications, hein, je vous inviterai à contacter le service des impôts, l'administration fiscale. Alors, je vais en terminer avec le vendeur à domicile indépendant, le fameux VDI, hein. C'est un sujet qui est assez nébuleux de manière générale. Donc, tout d'abord, il faut savoir il faut bien avoir en tête qu'un VDI est considéré comme un assimilé salarié au regard de la protection sociale et d'indépendant au niveau des impôts. Donc, c'est pour cette raison que ce statut, en fait, il reste assez flou, hein. Il faut donc retenir qu'un VDI va cotiser à l'URSSAF en tant qu'assimilé salarié,
et va déclarer ses revenus auprès de l'administration fiscale en tant que travailleur indépendant. Alors, comment doit-il se déclarer? Eh bien, il doit enregistrer ses formalités sur le guichet unique, sauf s'il a déjà un compte, un dossier auto-entrepreneur, travailleur indépendant ou assimilé salarié de créer. Donc, si c'est le cas, il devra alors faire ses démarches sur le site www.cfe.ursaf.fr. C'est l'URSSAF qui est compétente pour les actions, pour les activités de VDI, pour tout ce qui est démarches administratives, encore à ce jour. Donc, s'il ne fait pas cette formalité sur le site cfe.ursaf.fr, eh bien, sa formalité, tout simplement, en tant que VDI, ne pourra pas aboutir, malheureusement. Concernant ses charges sociales, eh bien, il va cotiser, comme je vous l'ai dit, à l'URSSAF en tant qu'assimilé salarié. C'est l'entreprise de vente qui se chargera des déclarations et règlement des cotisations. Donc, ces cotisations sont identiques à un salarié, sauf, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne cotisera pas pour le chômage. Donc, il ne pourra pas bénéficier éventuellement d'indemnités chômage si besoin. À noter également qu'un VDI peut être exonéré de charges sociales si sa rémunération trimestrielle est inférieure à 606 €. Donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure concernant sa fiscalité, il déclarera ses revenus en tant que travailleur indépendant. Pour finir, voici un petit focus des liens URSSAF qui pourraient éventuellement vous être utiles. Donc, je vous rappelle que vous avez accès à un simulateur de charge sur le site monentreprise.ursaf.fr. Nous avons également mis à disposition de tous nos usagers un catalogue d'offres de services. Ce catalogue a pour objectif de mettre à la connaissance de nos usagers nos services, nos aides pour pouvoir les accompagner afin qu'ils puissent en fait se concentrer sur ce qui compte pour eux, donc à savoir leur activité. Nous avons sur notre chaîne YouTube une vidéo sous forme de tuto afin de résumer en quelques minutes le processus de calcul des cotisations d'un travailleur indépendant au régime réel. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par le biais du schéma. Donc, j'en profite pour vous rappeler que nous avons une chaîne YouTube qui s'intitule L'actu des URSSAF. Donc, vous allez y retrouver une multitude de vidéos et de tutos sur différentes thématiques, bien évidemment. Ensuite, nous avons mis en place depuis peu un accompagnement pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs qui viennent de créer leur entreprise. Donc, ces derniers recevront régulièrement des informations pratiques. Ils auront également accès, par exemple, à des webinaires. Donc, des webinaires nationaux, mais également régionaux. Donc, il s'agit du lien Mes premiers mois avec l'URSSAF. Et puis enfin, nos sites officiels, donc à savoir autoentrepreneur.ursaf.fr et ursaf.fr. Eh bien voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Eh bien, je vais m'attacher maintenant à répondre aux questions présentes dans la zone questions-réponses. Alors, avons-nous des questions? Eh bien, apparemment,
Je n'ai pas de questions particulières. Les questions qui ont été posées ont eu une réponse écrite. Donc, eh bien, s'il n'y a plus de questions, eh bien, je vais clôturer, pardon, ce webinaire. J'espère sincèrement avoir pu répondre à vos attentes, hein, ainsi qu'à vos interrogations. Si toutefois il y a d'autres questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas à les formuler, ces questions, auprès de vos responsables, hein, qui reviendront vers moi. Je tâcherai d'y répondre avec plaisir. Donc, je vous remercie, juste avant de partir, de bien vouloir répondre maintenant au questionnaire de satisfaction, hein, présent à l'écran. Hein, pour cela, il vous suffit juste de scanner le QR code via votre portable, hein. Il faut bien évidemment avoir préalablement téléchargé l'application. Donc, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.